Bienvenue, c'est Smart Mag, le magazine des nouvelles intelligences. On parle aujourd'hui du travail à l'heure du numérique dans le cadre d'un colloque qui se tient à France Stratégie. Et on va parler de ce sujet. Pourquoi ? Parce qu'avec les plateformes, il se passe beaucoup de choses. Vous utilisez Uber, Just Eat, Airbnb, vous les utilisez pour vous nourrir, pour voyager, pour vous transporter. Mais derrière ces plateformes, il y a des hommes et des femmes qui travaillent et leur travail est en train de complètement évoluer. Ça bouleverse complètement notre relation au travail. On va en parler avec nos invités. Cécile Joly, chef de projet prospective des métiers et qualifications chez France Stratégie. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et également Paola Toubaro, chercheuse au CNRS, une émission réalisée en partenariat avec France Stratégie. Nous sommes ici dans le lab de France Stratégie. Pour rentrer dans le vif du sujet, on a vraiment le sentiment qu'avec ces plateformes, le rapport au travail évolue. On a le sentiment que le travail à la tâche revient dans notre société. Alors oui, effectivement, le travail sur plateforme rend la relation d'emploi plus fragmentée puisque ça fait à la fois un meilleur appariement de l'offre et de la demande, plus immédiat, mais en même temps, on peut aussi segmenter le travail en petites tâches. Donc effectivement, c'est une course de taxi, mais c'est aussi quelque chose qui va être de remettre en forme un tableau Excel. Et surtout, c'est qu'aujourd'hui, même si les plateformes ne l'ont pas inventé, on a une nouvelle forme de flexibilité du travail qui est le travail indépendant, puisque la plupart du travail intermédiaire sur les plateformes prend la forme non pas du salariat, même en CDD, mais du travail indépendant pour des travailleurs qui parfois sont assez peu qualifiés, pas toujours, qui peuvent être aussi très qualifiés, mais qui n'ont pas le pouvoir de négociation nécessairement sur les prix en particulier et sur les conditions de travail. Voilà, parce que Paola Toubaro, aujourd'hui, les personnes qui travaillent sur ces plateformes, ça peut être des indépendants, des auto-entrepreneurs, ça peut être des étudiants, ça peut être une personne qui est en CDI et puis qui le soir va assurer des courses de vélo pour livrer un repas à notre domicile. C'est très très varié, on retrouve beaucoup de profils très différents. Oui, tout à fait. On voit effectivement beaucoup de profils variés. On voit toute une série de personnes qui ont recours aux plateformes parce qu'ils ont peu d'opportunités dans les marchés de travail traditionnels ou alors parce qu'ils ont des difficultés dues à des problèmes de santé ou des familles qui leur rendent difficile l'accès au marché du travail, on va dire classique. Mais on voit aussi un grand nombre de personnes qui ont besoin d'arrondir leur fin de mois. Et du coup, les plateformes sont en fait la solution recherchée une solution apparemment facile pour gagner quelques euros de plus, c'est payer ses cigarettes ou le cours de nage du bébé, des choses de ce genre. Alors on améliore son pouvoir d'achat et puis derrière, il y a aussi le miroir aux alouettes. Je vais être indépendant, ça va être formidable, je gagne en liberté, j'ai plus de patron. Alors effectivement, la demande d'autonomie, elle est un peu chez tous les travailleurs. Elle n'est pas du tout que chez les travailleurs des plateformes. C'est quelque chose qu'on a constaté sur le marché du travail d'une manière générale. Et on a coutume de dire qu'effectivement, le salariat et l'indépendance statutaire se sont un peu rapprochés dans leur mode de faire, puisqu'aujourd'hui, on peut avoir des salariés, alors souvent très qualifiés, qui sont très autonomes. Et à l'inverse, on peut avoir des indépendants qui sont très subordonnés, qui vont avoir une dépendance économique, mais aussi des exigences en termes de conditions de travail et de temps de travail qui sont très comparables à celles du salariat. Et la promesse d'autonomie n'est pas nécessairement tenue, pas plus par les plateformes que je dirais par les entreprises technologiques, puisque ce qu'on observe sur le marché du travail aujourd'hui, c'est en particulier en France, c'est qu'on a une forme de contrôle qui est relativement forte et qui n'est pas encore une fois seulement sur les plateformes, et que les modes de travail collaboratifs, innovants et très libres, c'est finalement assez peu dans l'ensemble des entreprises qui exercent en France. Lorsqu'on est sur ces plateformes, on s'inscrit donc, et on parlait d'autonomie, on n'a pas de patron, mais en fait, on a plein de patrons, puisque on est noté
par les personnes à qui on a rendu un service moyennant rémunération. Et donc, au final, cette indépendance, elle n'existe pas réellement. On peut être sanctionné et on peut parfois être exclu de la plateforme. Et auquel cas, on est exclu de ce travail qui pouvait être prometteur. Oui, tout à fait. Il y a ce phénomène d'exclusion ou de marginalisation à cause des évaluations qui sont le gage, en fait, la caractéristique commune de toutes les plateformes malgré leur diversité. On a aussi le temps passé à se chercher des missions, des projets, des tâches et qui est un temps nécessaire. Il faut que son profil soit à jour, il faut faire des recherches, il faut bien se renseigner. On va peut-être pas toujours trouver la tâche, le projet, la mission, comment ça s'appelle, au bon moment. Il faut souvent veiller très, très régulièrement pour voir apparaître ce qu'on cherche, ce qu'on sait faire et l'attraper, répondre tout de suite. Donc, en fait, il peut y avoir beaucoup de temps passé devant son écran de téléphone portable ou d'ordinateur avec toutes les applications ouvertes, mais sans nécessairement gagner de l'argent proportionnellement au temps passé. Voilà, justement, ça, vous mettez le doigt sur vraiment l'intérêt du débat qu'on a ensemble, c'est est-ce qu'on gagne vraiment sa vie si on travaille sur une plateforme? Combien on peut espérer gagner en livrant de la nourriture ou en assurant le soir après le travail ou toute la journée, en faisant le conducteur pour Uber, Eats. Alors c'est très variable et ça dépend beaucoup des activités et des qualifications malheureusement. Donc quand on est un chauffeur de taxi, qu'on soit un chauffeur Uber ou pas un chauffeur Uber, on a une rémunération qui peut être décente, qui va être difficile, mais on peut vivre de son travail. Et en France, les chauffeurs Uber sont plutôt des chauffeurs à plein temps. C'est l'essentiel de leur temps. Et puis vous avez une autre catégorie qui marche très bien et qui gagne très bien sa vie, c'est les freelances. Vous avez aussi bien des algorithmeurs que des graphistes. C'est un mode de travail qui est assez courant dans la profession et qui, lui, se rémunère assez bien puisque eux, ils ont un pouvoir de marché dans l'économie telle qu'elle est aujourd'hui. Ils fixent leur prix, en fait. C'est ce que vous nous dites. S'ils sont bons, ils seront bien payés. Et c'est eux qui fixent leur prix. Voilà, c'est-à-dire que les plateformes qui intermédient leur travail, elles n'intermédient que leur travail. Elles ne fixent jamais les tarifs. Elles ne fixent évidemment pas les temps de travail et elles ne fixent pas les lieux et les conditions de travail. Alors que Uber fixe le tarif de la course. Alors que nous avons des services sur plateforme, en particulier effectivement les services de livraison et d'acheminement, qui sont des services beaucoup plus contrôlés, où vous avez des prérequis et où vous avez des prérequis d'ailleurs professionnels aussi, dans le cas des chauffeurs de taxi, et où vous devez avoir un certain type de comportement, etc. Ce qui est un peu spécial sur les plateformes, c'est qu'on a l'impression que la notation, en tout cas au tout début, a remplacé comme la certification professionnelle. Et puis, on est dans un retour parce que, effectivement, la notation n'est pas une certification professionnelle, parce qu'on dit la notation, ça exclut, mais la certification professionnelle, ça exclut, mais peut-être pour des bonnes raisons. Nous, on n'a pas envie en France qu'un coiffeur qui ne sait pas coiffer vous coiffe les cheveux, mais aux États-Unis c'est tout à fait permis, mais moi j'irai pas chez un coiffeur américain. Et donc on a vraiment une très grande diversité et c'est là où c'est compliqué de réguler. Oui, ce que vous êtes en train de nous dire en fait, c'est qu'il y a une disparité de profils de travailleurs, une disparité de gains aussi. On ne gagne pas tous la même somme en travaillant sur ces plateformes. Donc c'est là où on arrive à la deuxième partie de notre discussion. Il y a un moment, il va quand même falloir essayer d'harmoniser tout ça, parce que ce que vous nous décrivez, c'est ce qu'on pourrait appeler une certaine forme de précarité nouvelle. Oui ou non? Est-ce que c'est le terme? Oui, tout à fait, effectivement. On a le gros problème qui émerge en fait avec toutes ces discussions sur le travail des plateformes, c'est celui des formes de travail qui ne relèvent pas forcément de l'emploi, pas forcément du travail indépendant, qui sont souvent dans des zones grises. Et du coup, on ne sait pas très bien comment les traiter. En particulier, le problème qui se pose est celui de la protection sociale.
qu'est-ce qu'on fait pour ces travailleurs, pour ces personnes qui ne relèvent pas forcément du cadre de la protection sociale classique qu'on avait pour les salariés comme pour les indépendants, professions libérales, freelancers plus connus, et du coup qui manquent en fait d'une protection sociale adéquate et payée conformément à l'effort mis et aux bénéfices créés. C'est le gros problème de politique aujourd'hui. Mais on voit bien parce qu'on a du mal à qualifier en fait ce travail. On ne parle pas de salariés de plateforme, hein, on parle de travailleurs. C'était un mot, les travailleurs, qu'on n'utilisait plus depuis mais des années et des années. On parlait d'employés, de salariés. Là, pourquoi est-ce qu'on emploie maintenant ce mot de travailleur? Parce qu'on n'arrive pas à qualifier le travail qui est réalisé sur ces plateformes? Non, mais parce que je pense qu'effectivement, il y a eu une homogénéisation des conditions effectives de travail des salariés et des indépendants qui, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, étaient dans deux sphères qui étaient deux sphères totalement différentes. Donc on avait effectivement des gens qui avaient du patrimoine, des gens qui avaient un patrimoine intellectuel, mais surtout financier. Donc ils avaient une terre quand ils étaient agriculteurs, ils avaient une étude quand ils étaient notaires, ou avocats, ils avaient un cabinet médical quand ils étaient médecins, c'est toujours le cas, et ils ont choisi d'être en dehors du salariat. Mais le salariat, c'était le lumpenprolétariat, c'était le sous-prolétariat, et donc il n'était pas question que ces gens se confondent. Donc il y a eu une question de distinction, puis il y a eu une question financière, puisqu'ils n'ont pas voulu contribuer à la même hauteur au financement de la protection sociale. Sauf qu'effectivement, le salariat est devenu la norme dominante, mais plus que le salariat, la protection qui va avec. Donc ça va effectivement du congé payé à la retraite en passant par le congé de maternité. Donc quand vous êtes indépendant, vous n'avez pas de congé de maternité. Vous avez les congés payés que vous pouvez vous payer, mais voilà. Vous pouvez travailler le dimanche. Hein. Donc, et c'est quelque chose qui est devenu, pour la plupart des individus en Europe, hein, je pense, une norme. Et c'est vrai qu'on y aspire en termes de bien-être et que du coup, on ne voit pas pourquoi, parce qu'on a choisi... Alors, quand on a choisi de prendre un risque, d'être entrepreneur, sans doute doit-on assumer une partie de ce risque. Mais encore une fois, une partie des indépendants vendent plus leur force de travail qu'ils ne créent des entreprises. Et de ce point de vue-là, ça nous repose des questions sur comment élargir le spectre de la protection sociale, mais du coup du financement. Voilà, donc justement, comment est-ce que les gouvernements réagissent? On a l'impression qu'on réagit toujours avec un temps de retard par rapport à l'accélération de la technologie. Quelles sont les solutions? Parce qu'il va falloir inventer un nouveau statut d'indépendant pour faire en sorte que tout le monde s'y retrouve. La protection sociale, vous l'avez dit, il faut la financer, mais comment on la finance si chacun de ces travailleurs ne participe pas à ce financement? Ça pose beaucoup de questions. Oui, là, on est, je dirais, à ce moment, on est au stade de la recherche et du débat, de la discussion, qui est préliminaire encore à une véritable action de la part du gouvernement, de la part du régulateur en général. Il faut déjà mieux connaître tout ce monde. Et ça commence à venir, mais il y a encore beaucoup de limites à notre connaissance de l'étendue de ce phénomène, de sa profondeur, de qui est touché, dans quelles conditions, comment les gens s'en sortent au quotidien. C'est une connaissance assez fragmentaire jusqu'ici qu'il faut améliorer pour pouvoir arriver à des véritables préconisations. Et puis, on est aussi au stade de l'expérimentation avec les premières coopératives des travailleurs des plateformes qui s'organisent pour être eux-mêmes aussi propriétaires de l'outil d'intermédiation qu'ils utilisent. Est-ce que ça va être une solution viable? Est-ce que ça va être une solution qui peut passer à l'échelle? On ne sait pas encore, mais c'est intéressant de la soutenir en ce moment, de la favoriser. Et puis, il y a aussi des initiatives de prise de conscience que commencent à mettre en œuvre les syndicats. Et c'est important aussi de voir comment on peut prendre en charge, représenter les intérêts de ces travailleurs qui souvent, non seulement échappent au cadre du salariat, mais souvent le refusent. Ils se revendiquent comme quelque chose d'autre, mais du coup, comment le joindre, le représenter de manière adéquate. Il y a tous ces tests en cours qui, je pense, vont nous donner des indications au fur et à mesure. De gros chantiers, Cécile Joly, donc. Hein. C'est ça. De gros chantiers. Mais le gouvernement français n'est pas resté totalement inactif.
Et donc, on a quand même eu en France quelques réformes qui ont quand même mis quelques jalons et qui ne concernent pas uniquement les travailleurs des plateformes, mais justement toute cette galaxie de travailleurs indépendants ou de travailleurs précaires. Donc, on a eu cette grande réforme du compte personnel d'activité qui est surtout aujourd'hui le compte personnel de formation et qui va donner à chaque individu, quel que soit son parcours, quel que soit son statut, la possibilité de se former sur l'activité ou la reconversion qu'il souhaite. Et puis, nous avons eu la loi El Khomri qui a donné certaines obligations justement aux plateformes qui, elles, contraignent les prix. Donc en particulier les services de livraison et de chauffeurs de taxi. Et puis on est dans la discussion de la loi sur la sécurisation des parcours professionnels où il y a des choses sur l'extension de l'assurance chômage aux indépendants. Très bien, merci beaucoup Cécile Joly pour France Stratégie et Paola Toubaro, chercheuse au CNRS. Merci à toutes les deux d'avoir participé à ce Smart Mag, le magazine des nouvelles intelligences de Via Grand Paris en partenariat avec France Stratégie.